Si toutes choses sont composées des mêmes éléments chimiques, simplement combinés entre eux de manière différente, alors elles ne peuvent pas être de nature différente au pluriel, puisqu'elles ne se distinguent entre elles que par les arrangements de leurs composants. Elles ne sont les unes et les autres, qu'il s'agisse des étoiles d'une galaxie lointaine, de notre Terre, de notre corps, des fleurs dans notre jardin, que les formes particulières d'une nature une, dont on sait qu'elle est constituée d'une grosse centaine d'éléments de base. Où l'on retrouve forcément, sur cette ligne qui mène de Démocrite à Mendeleïev, un point intermédiaire en la pensée de Spinoza. Dans l'éthique, Spinoza désigne certes la nature sous le nom de Dieu. Dieu, c'est-à-dire la nature, dit-il, mais aussi comme la substance. L'identité Dieu, nature, substance signifie que la substance, ou Dieu, ou la nature, n'est rien d'autre que la totalité de ce qui est. Et toutes les choses qui sont dans la nature, des galaxies aux arbres en passant par notre corps, sont des affections de la substance, des formes particulières prises par la substance en vertu de la nécessité des lois naturelles. C'est pourquoi, en toute rigueur, Spinoza pense la condition humaine en physicien. Surtout quand il s'interroge sur l'âme. L'un des passages les plus célèbres de l'éthique se trouve en effet au début de la deuxième partie, qui est consacrée à l'âme, et on le désigne généralement sous le nom d'abrégé de physique. Il y écrit notamment « Tous les corps se meuvent ou sont en repos, chaque corps se meut tantôt plus lentement, tantôt plus vite. » Les corps, ici, ce sont les corpuscules, les éléments infiniment petits qui composent toute chose dans la nature par leurs agencements et leurs relations entre eux de mouvement, de repos, de vitesse ou de lenteur. Mais ces corpuscules ne s'assemblent pas en purs agrégats, ne forment pas des amas neutres de corps élémentaires. Je cite de nouveau Spinoza. Quand quelques corpuscules donc, de la même grandeur ou de grandeur différente, subissent de la part des autres corps une pression qui les maintient appliqués les uns sur les autres et se communiquent les uns aux autres leurs mouvements suivant un certain rapport, nous disons que ces corps composent ensemble un même corps, c'est-à-dire un individu, qui se distingue des autres par le moyen de cette union de corps. Suivez-moi bien. Spinoza entend par individu un composé de corpuscules qui a ses propres propriétés, lesquelles ne sont pas contenues dans les corpuscules qui le composent, mais sont obtenues par la composition même de ces corpuscules entre elles. D'où cette autre formule de Spinoza, le corps humain est composé d'un très grand nombre d'individus de diverses natures, dont chacun est très composé de corpuscules. Spinoza nous propose donc de penser l'homme à partir de son corps, c'est-à-dire à partir de la combinaison d'éléments infiniment petits qui le composent. Et de ce point de vue, il revendique que nul ne sait ce que peut le corps, entendez cette fois le corps, être humain, le corps de l'humain. Parce que cette formule, nul ne sait ce que peut le corps, rejette le recours à une âme qui serait incorporelle, comme chez Descartes, pour expliquer la vie, la pensée et tout ce que fait l'homme en général. Cette formule établit comme postulat que c'est dans le corps lui-même, objet naturel observable dans toute la complexité de sa composition, qu'il faut chercher ce que depuis toujours, par facilité, on attribue à une âme, hypothèse surnaturelle, inobservable, puisque immatérielle. Et c'est ici qu'au-delà des deux réponses apportées par son tableau périodique, Mendeleïev nous donne un matériel d'une importance extraordinaire pour penser les questions fondamentales que se posent les êtres humains. Depuis 150 ans, la connaissance que nous avons des atomes composant la matière et celle des molécules qui sont des composés d'atomes nous amène à envisager le phénomène dit des propriétés émergentes. Par exemple, une molécule d'eau est un composé, comme chacun sait, de 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome
d'oxygène, H2O. Mais il se trouve que les propriétés de l'eau, transformation en glace ou en neige par exemple, ne sont pas prévisibles à partir de la structure de l'atome d'hydrogène et de l'atome d'oxygène. Ces propriétés sont donc nouvelles par rapport aux propriétés distinctes de l'hydrogène et de l'oxygène. On a là une propriété émergente, c'est-à-dire un phénomène observable sur un composé d'éléments qui émerge à partir d'un certain niveau de complexité et d'organisation des particules matérielles qui le composent. Propriétés qui donc ne sont pas elles-mêmes contenues dans ces particules. Quand, autour des années 60, les travaux de François Jacob et Jacques Monod, puis ceux de Watson et Crick, mirent au jour la structure de l'ADN, une molécule constituée d'une vingtaine d'acides aminés donnant lieu à des protéines, ils ont compris que cette molécule contenait toutes les propriétés émergentes de votre corps et du mien. Le sexe, la couleur des yeux ou de la peau, la structure du cerveau, le fonctionnement des organes et tout ce qui nous constitue en général. Dans le même ordre d'idées, les progrès réalisés dans la connaissance de la chimie du cerveau ont permis de comprendre l'apparition des neurones. Ces cellules qui sont dédiées à l'information développent avec les autres cellules partout dans notre corps des réseaux de communication grâce auxquels celui-ci peut s'auto-réguler dans ses interactions avec le milieu environnant. On commence aussi à comprendre comment la conscience et la pensée émergent des réseaux complexes qui constituent le cerveau. Quant à la question des questions, celle de la vie elle-même, on peut au moins la penser sur le modèle des propriétés émergentes. C'est l'hypothèse qui a été faite il y a presque un siècle par le chimiste Oparin en 1924 et par le généticien anglais Haldane en 1929, avec le concept de soupe primitive ou bouillon prébiotique, c'est-à-dire précédant la vie. L'expression désigne le milieu liquide et chaud dans lequel la vie est supposée être apparue il y a 4 milliards d'années ou à peu près. Les premières cellules vivantes se formant à partir d'une accumulation de molécules organiques. On appelle molécules organiques des molécules où du carbone est lié à de l'hydrogène. En 1953, Stanley Miller, de l'Université de Chicago, a reconstitué cette soupe en laboratoire, en réunissant 4 éléments sur la base de ce qu'on estime avoir été l'état primordial de la Terre il y a 4 milliards d'années, c'est-à-dire du méthane, CH4, de l'ammoniac, NH3, de l'eau, H2O, et du dihydrogène, H2. Procédant à un mélange de tout ça par des électrodes reproduisant l'action des éclairs, Miller a pu constater des effets tout à fait étonnants. Au bout d'une semaine, environ 15% du carbone présent dans le système se présentait sous forme de composés organiques. C'est-à-dire que le carbone s'était lié à l'hydrogène contenu dans les autres éléments que le méthane. 2% de ce carbone avait formé des acides aminés, notamment 13 parmi les 22 qui constituent les protéines dans les cellules des organismes vivants. Il se formèrent aussi des sucres, des lipides et des composants, des acides nucléiques. À noter une petite chose très amusante, c'est que la glycine, qui est cette molécule C2H5NO2, qui est un des composants des acides aminés, a été également détectée en 2004 dans des comètes. On peut considérer que c'est probablement un de nos constituants parmi d'autres dont l'origine serait non terrestre. Je n'ai fait là qu'effleurer des problèmes d'une très grande complexité, bien sûr, mais il semble bien que Mendeleïev, j'avais prévu une petite comète aussi, il semble bien que Mendeleïev ait réussi la prouesse d'enfermer l'univers dans son tableau. Avec lui, nous comprenons mieux, comme disait Spinoza, que l'homme n'est pas un empire dans un empire, c'est-à-dire un être au-dessus de la nature, un être différent de la nature. Et grâce à lui, grâce à Mendeleïev, nous sommes invités plutôt à nous émerveiller de cette combinaison inouïe de ses propres éléments à laquelle la nature est parvenue en nous. Grâce à lui encore, nous sommes invités surtout à cesser de l'habiter en propriétaire sans scrupules,
puisque c'est elle qui nous habite et non l'inverse.